Auditrices, auditeurs, bonjour et bienvenue dans la seconde partie de notre épisode sur l'éruption volcanique du volcan Nyiragongo. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous plonger au cœur de la société civile de Goma. Avec deux personnes de terrain, j'ai nommé Madame Esther Ntsapou et Madame Linda Baoma. La semaine dernière, nous vous proposions un épisode où nous avons convié un scientifique afin de nous expliquer les tenants et les aboutissants du fonctionnement d'un volcan. Aujourd'hui, il s'agit de se concentrer sur la crise humanitaire qui a lieu à Goma en ce moment même. Madame Esther Ntsapou, vous êtes journaliste et photographe, photojournaliste. Votre travail est basé sur la vie du quotidien de vos concitoyens. À travers vos écrits et vos photographies, vous aspirez à changer la narration autour de votre région. Plus qu'une simple terre de conflit, vous œuvrez à ce que l'on y voit l'amour et l'espoir portés dans le cœur de chacun de ses habitants. Quant à vous, Madame Linda Baoma, vous êtes une activiste de l'autonomisation et de la protection des femmes, une communicatrice, coach et un mentor en leadership basé à Goma. Affilié à la Lucha, vous vous occupez actuellement de l'accueil des déplacés à Saké, les suites de l'éruption du Nyiragongo. Maintenant que les présentations sont faites, et avant de rentrer dans le vif du sujet, Madame Ntsapou, j'ai une question assez simple pour vous. Comment devient-on photojournaliste? En fait, pour moi, c'est vraiment une vocation. Depuis toute petite, je rêvais d'être journaliste et tout. Mais le métier de photographe, je l'ai développé juste après. Et parce que je voyais que ça me plaisait de prendre des images. Il y avait des belles images dans la ville qui je voulais prendre en photo et les garder pour moi dans un premier temps. Mais c'est après, avec le média avec lequel je collaborais dans le monde journalistique. C'est là que je commençais à collaborer aussi dans le secteur photographique. Donc c'est vraiment le journalisme qui m'a passionné dès le départ, mais la photo je l'ai développée juste après. Donc j'aime bien ce que je fais et ça me plaît. Alors justement, lorsqu'on parle photo, lorsqu'on parle moment fort, moi ce que j'ai en tête, j'ai de souvenirs de photos assez iconiques. Et je pense notamment à la photo de la petite fille brûlée pendant Hiroshima. Qu'est-ce qui va faire qu'une photo va captiver l'attention à ce point-là, va faire le tour du monde? Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, peut-être une part de chance? Oui, il y a une partie des chances, mais aussi il y a une part de l'image, de l'information et de l'histoire derrière cette image, le message que transmet cette image. Donc il n'y a pas que la part de chance, mais aussi si un photographe se retrouve dans un endroit, par exemple lors de l'éruption volcanique, se retrouve dans un endroit où il y a des gens qui se déplacent, il y a plusieurs images qui passent autour, mais si les photographes savent vraiment captiver l'émotion, mais aussi le message à travers les images, ça aussi, ça compte beaucoup dans le monde de la photographie. Donc, il n'y a pas que la chance, mais il y a aussi l'image, le message plutôt qui transmet cette photo, cette image. Voilà. D'accord, donc il y a vraiment un vrai pouvoir de storytelling derrière. Quant à vous, Madame Baoma, vous avez énormément de casquettes. Je ne sais pas si vous vous considérez d'abord activiste et ensuite avocate ou l'inverse, mais comment est-ce que ces vocations sont nées en vous? C'était un rêve d'enfant. Quand j'avais 10 ans, je me rappelle, mon père rencontrait des problèmes fonciers. Et un jour, je lui ai dit, quand je grandirai, je serai avocate pour pouvoir te défendre. Et depuis, en fait, j'ai grandi en voulant devenir avocate, en sachant que je vais faire le droit. Et cela a orienté mes études. Je fais la section littéraire, latin, philosophie à l'école secondaire, et pour poursuivre avec le droit à la fin, à l'université. D'accord, c'est vraiment très intéressant et je pense d'ailleurs savoir que les conflits fonciers sont bien souvent davantage à l'origine de conflits que les conflits que l'on prête généralement à l'Afrique, comme les conflits ethniques, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez sur le terrain? Mais bien sûr, parce que là, je pense que tout le monde s'identifie à la Terre. On peut même parler de la constitution d'un État. Il y a, à part le fait que ce soit une nation, il y a le territoire qui compte. Et donc, tout le monde a besoin d'être chez soi. Le sentiment d'appartenir à quelque part va en même temps, pas seulement dans de l'acceptance dans la communauté,
mais également du fait de savoir que voilà, ça, c'est chez moi. Le petit lopin de terre que je possède m'appartient et je peux savoir que je suis en sécurité dans ma demeure. Et ça, c'est cela en fait ce qui fait que les conflits fonciers vont devenir beaucoup plus violents parce que ça va au-delà juste de la possession d'un bien. Ça touche quelque part aussi à l'identité d'une personne pour certains cas où certaines personnes se retrouvent lésées et n'ayant plus aucun abri parce qu'ils n'ont plus de terre. Et donc, tout le monde veut avoir un lopin de terre où il pourrait s'installer et dire, voilà, c'est là chez moi. Pour moi, c'est un peu ça mon analyse. Alors, encore merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Avant de démarrer, je sais que vous êtes toutes les deux très occupées. Est-ce que vous pourriez un petit peu dire à nos auditeurs à quoi ressemblent vos emplois du temps en ce moment? On est à l'écoute par-ci par-là, à la radio, à la télé, la situation actuelle à Goma. On écoute différents réseaux sociaux pour savoir la situation de ce qui se passe actuellement, pour pouvoir être vraiment à l'écoute, mais aussi à la portée de l'information ou de l'actualité. Donc on est un peu connecté par tous les moyens possibles, et pendant la journée on est là à écrire surtout sur la situation en rapport avec l'éruption volcanique, les déplacer, les retourner, voilà un peu la situation à laquelle on se retrouve actuellement. Madame Baoma? Alors, il y a eu deux temps dans mon emploi du temps. D'abord, lorsque on a su qu'il y a l'éruption. À un moment, c'était un peu la panique. Mais on va dire, depuis l'annonce de l'évacuation de la ville, et où maintenant je me retrouve également dans la cité de Saké, mon emploi du temps est devenu beaucoup plus chargé que je ne pouvais le penser. Premièrement parce que avec le lancement de la campagne de SOS Goma, nous avons prévu de venir en aide rapidement aux personnes en besoin. Et donc le matin, on se lève très tôt pour préparer de la bouillie et un petit déjeuner d'urgence, on va dire, pour les enfants dans un site. Après, je participe à des réunions du groupement ici, des réunions de coordination humanitaire également. Et par la suite, encore dans la journée, on essaie de coordonner les actions avec les autres activistes sur le terrain. Comment est-ce qu'on va faire? Quel site on peut visiter, aller voir quels sont les besoins réels des personnes qui sont dans les sites et tout ça. Et donc, ça part entre des réunions et des descentes sur le terrain. Et voilà, et ce n'est que le soir qu'on peut avoir le temps d'écrire une ou deux petites lignes pour ne pas perdre tout ce on a pu vivre dans la journée, quoi. D'accord, très bien. Alors, vous nous expliquerez plus en détail la vie à l'intérieur des camps, hein, ça nous intéresse de voir et de savoir comment est-ce que les choses s'organisent. Mais avant ça, Madame Tsapou, le jeudi 27 mai 2021, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement militaire du Nord Kivu invitait la population de Goma à quitter la ville. Dans quelles conditions se sont faits ces déplacements? Alors, les conditions étaient vraiment déplorables. C'était vraiment la panique totale dans toute la ville des Goma, vu que personne ne s'y attendait, pardon. Seuls les réseaux sociaux ont pu nous alerter, et les habitants à travers les images des ciels rouges par-ci par-là. Et c'est là, se sont passés à des heures à laquelle le parent rentrait à la maison, les commerçants fermaient leurs commerces. Et comme c'était un samedi où il y avait vraiment des célébrations, d'habitude il y a des célébrations des mariages, d'anniversaires, des fêtes par-ci par-là, c'était donc la vie à la normale, quoi. Mais les autorités de la ville avaient annoncé la nouvelle d'une éventuelle éruption volcanique pendant que les habitants des quartiers touchés commençaient déjà à évacuer par eux-mêmes. Et donc, c'était ça la situation. Les enfants, les vieillards, les personnes à mobilité réduite, c'était vraiment la catastrophe, la panique. Ils étaient tous dans le même lot. Et les gouvernements, quand ils ont annoncé l'évacuation à la radio nationale, à la radio RTNC,
Ils avaient promis qu'il y aurait des moyens de transport pour évacuer les personnes des quartiers touchés, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui était là pour évacuer les gens. Et dans ces conditions, on a pu noter plusieurs morts, dont 31 personnes, plus de 4500 ménages s'étaient retrouvés sans abri. Jusqu'à présent, bien sûr, et les gens ont perdu leurs biens, soit dans des précipitations du déplacement, soit brûlés par la coulée des laves, ou encore des biens ont été pillés par des gens, quoi. Et des cas de viol, notamment, ont été signalés. Mais on note également, l'UNICEF avait noté plusieurs enfants, dont 170 enfants ont été portés disparus lors de cette évacuation en cascade. Donc, pour ces réfugiés dans les villages ou les villes voisines, comme Sake, comme Minova, et c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, comme il n'y avait rien qui était prévu par les autorités comme moyen de déplacement, en tout cas, tout le monde s'est débrouillé comme il pouvait. Et pour trouver une place, je dirais, dans des bateaux qui font d'habitude Goma-Bukavu, et c'était la bagarre. Les gens ont dû se battre, se bagarrer pour trouver une place pour ces réfugiés en ville de Bukavu qui est située à 130 km. Et certains parents, comme je l'ai écrit dans un article des presses que j'ai publié récemment, c'était la catastrophe parce que certains parents ont pu confier leurs enfants à des inconnus pour pouvoir le mettre à l'abri. Donc cela aurait pu être évité que si les autorités et l'observatoire volcanologique des Goma avaient pu prévenir les populations à l'avance. Donc voilà un peu la situation que j'ai pu observer depuis lors de l'évacuation. D'accord, merci beaucoup pour cet état des lieux. Et vous, Madame Baoma, je pense que vous étiez aussi à Goma hein, au moment des faits. Je sais que vous êtes maintenant en charge de l'accueil des déplacés à Sake. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment est-ce que votre déplacement à titre personnel s'est déroulé? Et quant aux déplacés civils de la ville de Goma, dans quelles conditions sont accueillies les populations déplacées à Sake et quelles relations entretiennent-elles avec les populations des territoires qui les accueillent? Est-ce qu'il y a des heurts? Est-ce que tout se passe bien comme prévu? Alors, à Sake, c'est, on va dire, depuis le temps, quand il y a des conflits armés, que ce soit dans le Massissi et partout ailleurs, je crois que la plupart de la population de cette partie va se réfugier directement à Sake. Donc, depuis un moment, c'est devenu pour eux une habitude d'accueillir leurs concitoyens qui sont toujours à la recherche d'un abri de refuge. Alors, pour ce qui est de l'éruption volcanique, lorsque la population est venue de Goma, la plupart, enfin, il y a eu beaucoup trop de monde en même temps. Au départ, il y en a qui partaient continuer directement sur Minova, Kiroche, Bweremana, mais il y en a eu qui sont restés à Sake. La première soirée était un peu la plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et ceux qui sont arrivés le plus tôt se sont installés dans les écoles. Ceux qui savaient où il y avait les églises sont allés directement dans les cultes, dans les églises de la place et les mosquées. Et il y a eu d'autres personnes qui sont allées directement dans les familles d'accueil. Alors, parlant des relations avec les populations ici, il faut dire que actuellement, on observe moins de personnes dans les sites d'accueil que dans les familles. Plusieurs personnes sont allées directement s'installer dans les familles d'accueil, ce qui veut signifier tout simplement que les personnes ont été bien accueillies et que voilà, il y a pas encore de tension. On ne sent pas encore de tension sur le terrain entre les personnes déplacées et la population ici. Il n'y en a pas pour l'instant. Il y en a aucune d'ailleurs. Très bien, merci de nous avoir dépeint ce tableau. On comprend donc que la solidarité prime et que les Congolais accueillent leurs frères dans de bonnes conditions, du moins dans le bon état d'esprit. Alors, pour nos auditeurs, j'ai envie de rester avec vous, Madame Baoma. Vous savez, vous voyez sur les réseaux sociaux, nos auditeurs voient se multiplier collectes et autres sollicitations de dons pour aider nos compatriotes à l'Est.
quelles sont selon vous les initiatives les plus efficaces sur place? Est-ce que vous pouvez un peu les aiguiller? Où nos auditeurs peuvent-ils apporter leurs dons? Vous connaissez le scepticisme qui caractérise parfois nos compatriotes. Comment les rassurer? Il y a eu effectivement plusieurs élans, on va dire, l'élan de solidarité. Tout le monde veut faire quelque chose. Tous les groupes de jeunes, la majorité de jeunes que moi je connais, veulent faire quelque chose. Et avant même de parler des initiatives de collecte des fonds, il faut saluer le fait qu'il y a des jeunes bénévoles qui travaillent jour et nuit pour apporter de l'aide à une certaine assistance aux personnes déplacées, que ce soit en termes d'orientation, que ce soit en termes d'apporter de la nourriture ou quoi que ce soit. Il y en a des nombreux à Goma, à Rutshuru, ici à Bukavu et même ici à Sake où je me trouve présentement. Il faut voir qu'il y a vraiment cet élan de solidarité autour de la question. Après, quand il s'agit de la levée de fonds, bien évidemment, quand on parle de SOS Goma, il y a plusieurs organisations à l'intérieur. Il y a par exemple le Festival Amani, il y a Goma Actif, il y a la Lucha, il y a également Copax et le Sunday qui se sont tous unis parce qu'on a eu des échos. Au départ, on a un petit groupe à Goma, on s'est dit on peut faire quelque chose. Et d'autres amis ont dit oui, en fait, j'ai entendu d'autres amis, des connaissances qui veulent lancer la même initiative. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour pouvoir avoir plus d'impact? Et c'est dans ce sens que la campagne a été lancée. Aujourd'hui, nous recevons des fonds sur Airtel Money, sur M-Pesa, et d'autres vont directement sur les liens de GoFundMe. Et tous ces autres et d'autres même qui essaient de participer de manière ponctuelle. Et tous ces dons qui sont accordés, ils sont mis au bénéfice de la population ici à Sake, à Goma et à Rutshuru. Par exemple, les dimanches derniers, vous savez que les enfants de la rue étaient les oubliés de cette éruption volcanique. Tout le monde a quitté la ville, eux ils sont restés dans la ville et il n'y avait aucune assistance, oui, et ils étaient en train de mourir de faim. On nous a remonté ce cas-là. Et en ce moment, on a ramené de la nourriture pour un certain moment pour eux. De même qu'ici à Sake et à Rutshuru, on continue à faire cette ronde de petits déjeuners. Pour les petits déjeuners, c'est de la bouillie avec des beignets pour les enfants et même des adultes dans certains sites. Et le soir aussi, nous ramenons de la nourriture. Donc, tous les fonds qui sont affectés, pour nous, la priorité que nous avons vue, c'était de faire cette sécurité alimentaire pour tout le monde. Mais également, hier même, nous avons eu une autre information telle qu'il y a des déplacés à Kanyaruchinya et où il n'y a aucune intervention humanitaire. Et nous avons envoyé nos bénévoles là-bas pour aller se rendre compte de la situation et peut-être que nous pourrons voir dans quelle mesure nous pourrons les aider. Donc, tous les fonds que nous recevons, nous essayons de les réaffecter un peu. Actuellement, c'est plus sur la sécurité alimentaire. Après, nous allons voir quelles seraient les autres priorités peut-être dans la semaine qui arrive, parce que ce sera certainement pas la même chose. Il y aura beaucoup de monde qui se seront déplacés, enfin qui seront retournés dans leur famille. Et donc, avec ceux qui resteront, nous allons encore faire une autre réévaluation et voir comment est-ce que nous allons aider nos concitoyens, comment est-ce que nous pourrions appuyer pour qu'ils puissent être moins en souffrance qu'ils ne le sont actuellement. Merci pour ces éclaircissements. À nos auditeurs, sachez que vous trouverez les liens de ces différentes initiatives en description sur vos plateformes de streaming. Alors, j'aimerais revenir à vous, Madame Tsapou, et je suis sûr que Madame Baoma aura aussi à redire sur le sujet. Lorsque nous avons entendu que les laves du volcan Nyiragongo se sont arrêtées aux portes de la ville de Goma, nous avons, un peu comme un réflexe, poussé un grand ouf de soulagement. À vous entendre, on comprend qu'il y a pas mal de choses, de conséquences indirectes qui sont difficiles à mesurer, mais qui pourtant rendent la vie difficile à nos concitoyens et qui peuvent être le terreau pour un certain nombre de crimes. Vous avez parlé des enfants de la rue, vous avez évoqué des femmes victimes d'agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de conséquences indirectes en rapport avec l'éruption du Nyiragongo? En
En fait, les conséquences sont énormes, hein. Il n'y a pas que des pertes en vies humaines, hein. Il y a, par exemple, les sous-développements. Ça, c'est un problème et c'est un vrai problème en ville des Goma parce que Goma a essayé de se reconstruire pendant toutes ces années depuis la dernière éruption de 2002. Goma a essayé de se reconstruire petit à petit, mais aujourd'hui, avec la lave, avec l'éruption volcanique, en tout cas, Goma est rentré au moins à 5 ans en arrière. Donc, c'est vraiment aussi une conséquence de l'éruption qu'on ne peut pas voir tout de suite. Mais dans les temps et dans les jours à venir, on va se rendre compte que Goma est rentré vraiment des quelques années en arrière. Et il y a aussi un autre problème des conflits fonciers, comme l'a présenté, l'a souligné Linda. Les conflits fonciers avec l'éruption, ça a vraiment ravagé toutes les parcelles, tous les terrains qui étaient vraiment cadastrés, qui étaient vraiment bien entretenus. Mais aujourd'hui, c'est un terrain vide. Donc, quand les populations qui sont à Bukavu, qui sont à Saké, à Rutshuru, vont devoir retourner dans leur parcelle, ça sera un problème parce que chacun voudra retrouver sa propre parcelle, son propre terrain tel qu'il était auparavant. Et ça, comme en 2002, ça va créer beaucoup de conflits, ça va créer beaucoup de disputes, même des dégâts. Voilà un peu. Et mais aussi l'épidémie, hein. À Saké aussi, il y a de l'épidémie. Il y a quoi? Il y a le choléra, comme l'ont signalé des médias. Il y a les choléra aujourd'hui, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. À Saké aujourd'hui, à Bukavu, dans les camps, on ne sait pas. À Rutshuru, là où il y a d'autres déplacés, à Kanyaruchinya, là où il n'y a pas d'eau permanente, on ne sait pas quelles seront les conséquences dans les jours à venir. Donc c'est un peu invisible aujourd'hui, mais demain, ça pourrait avoir de l'ampleur et vraiment, il faudra prendre des dispositions par rapport à ça. D'accord. Donc il faut vraiment voir au-delà des chiffres du nombre de 35 morts qu'on entend, c'est bien plus profond. Madame Baoma, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. En fait, j'aimerais surtout renchérir quand Madame Sapou parle de l'épidémie de choléra. En fait, ce qui est invisible redevient de plus en plus visible. En parlant de Saké, par exemple, il y a depuis un mois, à cause des pluies et d'autres calamités naturelles, il n'y a plus d'eau dans la cité. Le captage d'eau est cassé. Il est cassé parce que j'ai été jusqu'à l'endroit du captage à Maléhé et on voit que voilà, il n'y a plus d'eau qui arrive dans le réservoir et donc il n'y a plus d'eau dans la cité. Et déjà avant l'arrivée des populations déplacées, il y avait 6 cas de choléra qui avaient dans la zone dans les centres de santé à Saké et il y en avait 2 à Kiroche. Et les données d'hier mentionnent à peu près 56 cas de choléra qui sont en train d'augmenter. Donc ça c'est une des conséquences, oui, et ça va en augmentant. Bien sûr il y a MSF, il y a d'autres acteurs des acteurs humanitaires qui ont mis des points d'eau pour essayer de lutter contre cette épidémie de choléra. Mais le problème, c'est que en mettant des points d'eau pour des personnes déplacées, il y a aussi la population locale qui a besoin d'eau. Et donc déjà, il y a insuffisance d'eau. Il faut le dire. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour l'hygiène. Il n'y en a pas assez pour que tout le monde puisse en profiter. Mais de même, la promiscuité crée aussi des probabilités de violence et de violences sexuelles. Hier, il y a eu des cas de violences sexuelles. Ils n'ont pas été énumérés, mais il y en a qui ont été remontés à la commission protection qui s'est formée suite à des réunions de coordination humanitaire. Mais à part cela aussi, il y a peut-être d'autres choses dont on ne tient pas compte. Il y a le traumatisme dont va souffrir plusieurs personnes. Il est une chose de se savoir peut-être vivant ayant des moyens de subsistance assez minimes, mais c'est une autre chose de voir tous ces biens et tout ce qu'on possède aller en fumée.
je peux faire référence à plusieurs femmes que j'ai rencontrées ici et qui me disent, ben voilà, nous on ne sait pas où est-ce qu'on va rentrer. On n'a pas de maison, on n'a pas de résidence, on n'a nulle part où aller. Il y a même le reportage de CNN où il y a une dame également qui a été interviewée dans ces sens et qui aussi s'est exprimée sur le fait qu'elle a perdu tous ses biens, son commerce, là devant avec l'éruption volcanique. Donc tout est parti dans le feu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura effectivement ces problèmes de relèvement économique pour certaines familles. On va avoir aussi ce problème peut-être ce problème de sécurité alimentaire parce qu'il y a dans les territoires des Niragongo, ce sont des champs qui sont partis en fumée. Il y a également la partie que Madame Sapo a si bien énoncée en termes de conflit foncier qui va également se faire sentir. Et ça ne sera pas tout simplement pour les personnes qui seront retournées, mais aussi pour ceux qui vont se dire, puisqu'on n'a plus nulle part où aller, on peut peut-être rester où nous sommes. Et ça peut créer d'autres conflits avec des personnes qui les ont accueillis. On va parler de ceux qui sont allés à Bukavu, à Minova, à Sake et partout, même dans le Rutshuru. Ils peuvent vouloir rester là-bas. Des personnes peuvent vouloir rester dans les coins parce que c'est là ils sont accueillis. Et donc, il y aura aussi ce problème-là de conflit foncier qui est également à prévoir. Alors, je vais rester avec vous et peut-être passer à un autre sujet, Madame Baoma. Parce que vous savez que le 10 mai, accompagné de son équipe militaire, le lieutenant-général Constant Ndima est arrivé à Goma. Cela a fait suite à la décision prise par le chef de l'État de décréter l'état de siège dans 2 provinces de la RDC dans le Nord Kivu. Quel regard portez-vous à l'action de ce gouvernement militaire lorsque les événements se sont déclenchés? On prête généralement aux militaires des capacités opérationnelles que les civils n'auraient pas. Avez-vous l'impression que ça a changé quelque chose et comment est-ce que vous évaluez la réaction des autorités? Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo ou on va dire le communiqué, le point de presse du général Ndima, le jour même de l'éruption volcanique, tout le monde constatera qu'il y a eu un effet de surprise. Je crois que c'était la chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Dans cet état de siège, on ne pouvait pas attendre qu'il y aurait l'éruption du Nyiragongo. Déjà, au départ, tout le monde était dans la confusion et après, c'est arrivé le Nyiragongo. Et la gestion déjà, la gestion de l'information n'a pas été claire. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup trop de spéculations. Et donc, parlant de décisions réactives, il n'y en a pas eu. Les décisions venaient un peu plus tard. Tout est arrivé en retard. La population, on appelait la population au calme, alors que la population voyait bien comment le feu arrivait vers lui. Et donc, tout le monde était en panique, était parti. Il y avait personne pour dire, voilà, on va rester dans le calme. Les communications n'étaient pas tout simplement cohérentes avec la situation que la population était en train de vivre. Je pense qu'il y avait ce manque de préparation, c'était un effet surprise. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait et donc dans la réaction, personne n'a su. Le gouvernement n'a pas su qu'est-ce qu'il fallait dire à la population. Les messages qui étaient transmis n'étaient pas du tout en convergence avec la situation en place. Vous ne pouvez pas dire à une population de rester calme alors qu'il y a une éruption volcanique. Ça veut tout simplement dire que vous n'en avez pas vécu une. Et c'est vrai que peut-être le général Constant Ndima n'a pas vécu l'éruption volcanique de 2002. Mais pour une population qui a déjà été sinistrée une fois, vous ne pouvez pas tout simplement leur dire, voilà, de ne pas paniquer, tout est sous contrôle. Il y a rien qui était sous contrôle déjà. Alors, toujours sur le même niveau politique, en 2019, la Lucha invitait les différents acteurs à faire preuve de plus de transparence concernant la gestion de l'Observatoire volcanologique de Goma, en demandant notamment la disponibilisation d'un certain nombre de documents pouvant aider à faire la lumière sur un certain nombre de dysfonctionnements. Le 26 mai, le député Jean-Baptiste Mouindo a interpellé le ministre de la Recherche scientifique en lui demandant des comptes sur l'incapacité de l'OVG, donc l'Observatoire, à remplir son rôle tout en pointant du doigt le détournement des ressources allouées à ce dernier. La question est celle-ci. Peut-on encore qualifier ces événements de catastrophes naturelles
compte tenu du degré de responsabilité que semblent porter les autorités. Alors, déjà, c'est parler de catastrophe naturelle, on va dire par le fait, c'est une catastrophe naturelle. Mais après, parler, est-ce qu'elle pouvait être à prévoir? Tous les spécialistes ou les volcanologues essayent de dire qu'elle n'était pas, et c'était pas une éruption à prévoir. Mais après, il faut savoir jusqu'à quel moment ils ont arrêté de porter des observations. Il est une chose dans notre pays qui est un tout petit peu contradictoire. On demande accès à avoir des documents pour aider, peut-être pour avoir un peu plus de lumière. On ne donne pas accès à la documentation. Mais en fin de compte, il y a quelque chose qui arrive et on va dire, voilà, on ne savait pas que ça pouvait arriver. Mais ce n'est pas... Ce qui est là, c'est que effectivement, il y a eu un problème de gestion. L'OVG peut-être n'a pas rempli complètement son rôle d'observatoire. On va dire même sur les choses les plus basiques n'ont pas été faites. Partout dans la ville de Goma, il y a de petits panneaux où on parle où on montre des codes couleurs. Les codes couleurs, les couleurs vertes par exemple pour signifier voilà qu'il y a aucun danger et on va jusqu'au jaune jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au rouge. Mais jusqu'au jour de l'éruption volcanique, il n'y a pas eu de changement des petits drapeaux. Ils changent normalement des drapeaux. Les drapeaux étaient au jaune pour dire que voilà, c'est toujours une situation à risque qui peut évoluer. Mais ça n'a pas été changé. Et donc, je me rappelle qu'il y a des jeunes qui ont dit, quand on leur a dit, voilà, il y a éruption volcanique, ils se sont dit, allons voir s'ils ont changé de drapeau parce que c'est un signe d'alerte. Et tout le monde pouvait s'en rendre compte parce qu'il y en a beaucoup dans la ville, mais il n'y en avait pas. Ça, c'est des petites choses assez basiques qui pouvaient être faites. Déjà, nous vivons avec un volcan qui est en activité. C'est quelque chose à surveiller jour et nuit. Qu'en est-il? Il a été dit que voilà, l'OVG a assez de matériel à jour pour pouvoir surveiller le volcan Nyiragongo. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'alerte? Pourquoi jusqu'au jour où l'éruption volcanique, où il y a eu l'éruption, il y a eu 2 heures de silence. Il y a eu 2 heures de silence et il n'y a personne qui communiquait là-dessus. Personne n'a dit qu'il y avait éruption volcanique. Ça, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment de la responsabilité autant de l'OVG que du gouvernement provincial et national quant à la protection même de leur population. C'est vraiment, c'est, comment je vais dire, c'est des dysfonctionnements qui ne peuvent pas avoir lieu d'être. On peut bien surveiller le volcan et faire des choses les plus minimes. Et même pour la sirène qui a été installée au Mont Goma, pourquoi cela aussi n'a pas été sonné quand on a su qu'il y avait éruption volcanique. Donc il y a toute cette responsabilité-là qui leur revient et qui malheureusement rien n'a été fait. Et donc je pense que le gouvernement, autant que l'OVG, devront à un moment pouvoir rendre des comptes à la population, pouvoir mieux expliquer cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont souffert et qui en souffrent encore maintenant. Très bien, très bien. Écoutez, on espère que toute la lumière se fera sur cette affaire et que nous serons en mesure de savoir exactement quelle responsabilité a été engagée dans les dysfonctionnements qu'ont pu noter la société civile dans les événements que l'on connaît. Et sur la question de la moralité, sur la question de l'éthique, parce que ce dont nous venons de parler touche éminemment à ces deux concepts, j'aimerais vous tourner vers vous, Madame Tsapou. Car vous, et je dois le dire, je dois l'avouer, vous faites un métier qui me fascine, le métier de photojournaliste. Une question m'a toujours fasciné en tant que journaliste, en tant que photojournaliste, comment se placer sur le plan de l'éthique face à la misère. Vous la côtoyez, vous la voyez, vous la photographiez, vous la mettez en scène, et dans une ville comme Goma et dans des situations déchirantes comme celle-ci. Qu'en est-il de la distanciation à avoir face à l'objet de votre travail ? Comment faire pour ne pas être aspiré par l'objet de votre travail ? Et je suis sûr, Madame Baoma, que vous aurez quelque chose à redire en votre qualité d'activiste. La ville de Goma, avec la population estimée à plus d'1 million d'habitants, avec plusieurs médias, plusieurs radios, plusieurs télévisions, plusieurs maisons de presse écrites et tout,
L'éthique, en ce que je sais, est vraiment une conduite que suivent les journalistes dans les métiers pour exercer leur travail. Donc, c'est vrai que beaucoup des journalistes je dirais, sont sous-payés ou pas payés du tout parce que les responsables des médias ne sont pas à mesure de le faire. Et en ville des Gomins, il y a plusieurs cas comme ça. Moi, j'ai travaillé dans une radio, j'ai travaillé dans la presse écrite, je sais ce que c'est. Et c'est dur pour les journalistes d'exercer leur métier dans des conditions où ils ne sont pas payés. Et dans cette situation de l'éruption volcanique, c'est vraiment dur pour certains journalistes de travailler tout en respectant leur ligne de conduite à cause de telle ou telle situation. Et en cette période difficile, il y a des politiciens ou des personnes comme des politiciens qui profitent derrière des situations pareilles et utilisent non-journalistes ou des journalistes vraiment pour pouvoir mettre en œuvre leur mission. C'est vrai, nous devrons faire notre travail d'informer, les former, mais aussi les divertir, mais tout en restant neutre et de ne pas tomber dans la désinformation, mais aussi sans tomber dans la précipitation comme beaucoup ont l'habitude de le faire. Souvent, ça arrive, bien sûr, hein. Et à Goma, pendant l'éruption, on est en train de voir ce qui se passe. Des médias qui publient des sites internet, des médias qui publient des informations qui n'ont vraiment rien à voir avec la situation vraiment réelle. Ils déforment l'information et d'autres qui se font passer pour des journalistes, pour des lanceurs d'alerte pendant qu'ils ne les sont même pas. Donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment une situation à, à mettre, surtout les professionnels de médias, à pouvoir travailler dessus pour permettre aux vrais journalistes de pouvoir travailler, de pouvoir bien faire leur travail. Madame Baoma. Je vais parler plus de l'activisme. Et en ce moment, ce qui compte le plus, c'est la dignité. La dignité parce que tout le monde, peu importe dans quelle misère qu'il pourrait se trouver, a besoin que sa dignité soit respectée. Parce que même la personne la plus pauvre de l'univers, tout ce qu'il pourrait avoir comme richesse, c'est cette dignité. Et donc, nous faisons en sorte que, effectivement, il n'y ait pas cette violation de la dignité des personnes lorsque nous sommes en train d'apporter peut-être ne fût-ce que le peu que nous pouvons apporter, que ce soit à manger ou quoi que ce soit, de le respecter. Tout simplement parce que ces personnes, déjà, ils sont humains par nature. Et donc, il est de ça. On a remarqué effectivement que plusieurs personnes essayent de relayer des images qui sont prises sur le terrain. Certains vont montrer des images un peu, on va dire, peut-être que tout le monde veut un peu faire le reportage de la misère sur le terrain, mais est-ce qu'on devrait faire ce reportage au prix de la dignité du gens? Je pense que non. On peut même parler du cas il y a eu un député national qui a été apporté de l'aide et après a fait on va dire, une grande impression qu'il a mis en place centre-ville avec sa photo en train de rapporter de l'aide aux gens. Et très vite, on a vu des messages, les réactions de tout le monde lui demandant de retirer cette photographie. Et heureusement qu'il a fini par retirer parce que même quand on apporte de l'aide aux personnes, ces personnes ont besoin de rester dans leur dignité. Et nous, ici, on essaye de faire cela, mais on essaie aussi de pousser pour que les autres puissent mieux la respecter. Et comme l'a dit Madame Sapou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui arrivent et qui prennent des images et tout le reste. Ça reste un danger. C'est où la limite en fait? Le problème c'est que on ne sait pas où est la limite. À quel moment on a violé la dignité d'une personne à travers des photographies ou bien à travers des images que nous allons relayer, ou tout simplement comment dans la manière d'apporter cette assistance. Donc c'est une question qui reste délicate et c'est aussi ici l'occasion de faire beaucoup plus attention à toutes les petites actions que nous menons parce qu'on ne sait pas jusqu'où, mais on fait de notre mieux pour rester dans l'éthique et dans l'éthique
et respecter également la dignité des personnes à qui nous apportons cette assistance. Je veux un peu renchérir par rapport à l'image. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde plutôt de la photographie avec plusieurs personnes qui se font passer pour des professionnels de médias ou des journalistes sur terrain, chacun avec son téléphone ou avec son appareil photo. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux où on montre vraiment non seulement la misère, mais aussi l'intimité des enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, vraiment dans la souffrance et puis jusqu'à violer leur intimité. Donc c'est un peu dans ces sens-là que je voulais renchérir pour savoir quelle image on peut utiliser pour vraiment illustrer nos articles, quelle image on peut utiliser pour illustrer nos tweets ou nos posts Facebook. Donc c'est vraiment un travail qu'il nous faut, nous journalistes, à marteler dessus pour savoir vraiment ce qu'on fait et ce qu'on montre comme image, ce qu'on relaye comme message. Donc les images circulent et continuent à circuler aujourd'hui, montrant vraiment la situation catastrophique des enfants, surtout les enfants là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur un sujet, c'était au port, c'était de voir les déplacés de l'éruption qui quittaient Goma pour Bukavu. Et dans le bateau, il y avait tout. En tout cas, il y avait tout, quoi. Et la plupart des déplacés étaient des enfants. Mais vraiment, je prenais des photos, mais après, pour le publier, il faut avoir vraiment une autorisation des parents. Son parent, s'il accepte, vraiment, tu as le droit de publier la photo, mais il faut voir quel genre d'image. Mais nos médias ici, vraiment, ils profitent de cette misère. Quand tu vois la personne affaiblie, fatiguée, c'est là l'image qui intéresse le média. C'est là qu'il faut prendre. C'est là vraiment qui accroche. Donc, c'est vraiment un problème et un problème vraiment pour le monde de l'image, mais aussi pour le média et les journalistes sur place. Merci beaucoup pour vos réponses. Je suis sûr que vos messages respectifs sur la question de la déontologie auront été entendus. J'en profite pour vous remercier à nouveau d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je suis convaincu que nos auditeurs se satisferont d'avoir accès à cette information sans intermédiaire et via des personnes de terrain. C'est la fin de cet épisode, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.